Fangi fait face à l'énergie verte tourbillonnante du trône de bois. Son système annonce que la relique ancestrale est en harmonie avec un maître. Le système confirme rapidement l'harmonie, reconnaissant la fleur spirituelle rouge et sensible de Fanyi comme étant celle du nouveau maître du trône. Une immense vague d'énergie verte jaillit du sommet de la montagne. Cette puissance forme une haute colonne de lumière verte éclatante qui perce le ciel nocturne, visible même depuis la lointaine ville de Xuani. Au quartier général de l'association spirituelle, Guru et Wonglan observent cette forte augmentation d'énergie. Guru comprend que le trône de bois a un nouveau maître. Elle craint que si un pionnier de la ville anarchique de Yuan s'en empare, la situation ne devienne critique. Inquiète, elle appelle aussitôt Fanyi. Fanyi répond calmement, faisant remarquer que les pionniers de Xuanxi ont dû apercevoir l'immense vague d'énergie. Il annonce à Guru que le trône de bois a enfin choisi son maître. Stupéfait, Guru demande si Fanyi a revendiqué le trône. Debout devant sa gigantesque fleur spirituelle rouge et consciente, Fanyi explique que le nouveau maître est sa plante spirituelle, et non un humain. Il précise qu'il maîtrise l'attribut de la désolation et qu'il considère la fleur comme son animal de compagnie. Guru reste bouche bée. Fanyi ajoute nonchalamment qu'il a déjà vaincu le redoutable chef de Yuan, Zhang Zhansh, qui gît inconscient à ses pieds. Il conseille à l'association des esprits d'entrer immédiatement dans Yuan, leur laissant le soin d'éliminer la bande de Zhang. Après avoir raccroché, Fanyi sourit et félicite sa fleur spirituelle. Il précise toutefois qu'elle doit rester sur la montagne pour absorber l'énergie du trône, ce qui signifie qu'ils doivent se séparer pour le moment. En voyant sa fleur se poser sur le trône de bois, Fanyi a l'impression de déposer un enfant à l'école. La fleur, douée de conscience, demande quand elle pourra revenir. Fanyi sourit et lui conseille de s'entraîner dur et de profiter de son nouveau pouvoir. Il estime qu'ils se retrouveront lorsque la fleur aura atteint le royaume de Jingong. Le lendemain, la cousine de Fanyi, Linyi, arrive à Kuani après avoir été mutée par l'association des esprits Taishi. Arpentant les rues illuminées au néon, elle songe à la rapidité avec laquelle la nouvelle de la prise du trône de bois par la fleur spirituelle de son cousin s'est répandue dans la communauté des pionniers. Elle est également stupéfaite que Fanyi ait révélé si facilement au public son attribut rare et solitaire. Elle se souvient d'une récente réunion où l'association des esprits lui a proposé de devenir la nouvelle capitaine de Yuan City. Bien que les officiels lui aient promis leur soutien total, cette promotion soudaine la laisse perplexe. Elle laisse échapper un profond soupir et tente de se ressaisir. Se massant les tempes, elle décide d'abord d'observer la situation pour voir si elle est prête à assumer cette responsabilité. Laissant le travail de côté, elle décide de rendre visite à sa mère, supposant qu'elle mène une vie paisible à Xuanxi. Soudain, une violente secousse secoue les rues, surprenant Linyi et semant la panique parmi les piétons. C'est le chaos, les gens crient au tremblement de terre et se précipitent vers les zones sécurisées. Cependant, percevant une forte montée d'énergie spirituelle, Linyi comprend qu'il s'agit d'une dangereuse anomalie spirituelle, et non d'une catastrophe naturelle. Les alarmes rouges clignotent à l'association spirituelle de Xuani. Guru et son équipe sont perplexes, comment une telle anomalie a-t-elle pu se former sans déclencher aucun système d'alerte? Un membre du personnel, paniqué, signale une forte augmentation de l'énergie spirituelle dans la zone montagneuse interdite. Il explique que cette montée soudaine a provoqué des mutations violentes chez les bêtes sauvages de la montagne. Une horde terrifiante de bêtes mutantes, parmi lesquelles des créatures volantes blindées géantes et d'énormes prédateurs hérissés de pointes, surgit de la forêt et se dirige vers le quartier urbain de Xuanxi. Les monstres envahissent les rues, détruisant les bâtiments tandis que les civils, terrifiés, hurlent de peur. Pris dans le chaos, Linyi intervient et esquive de justesse le coup d'une immense bête aux multiples yeux. Tout en esquivant les monstres, elle tente d'appeler sa mère, mais la communication est impossible. Une bête ténébreuse se profile derrière elle et elle comprend que sa mère est en grand danger. Le monstre charge violemment, gueule grande ouverte et yeux luisants. Linyi se retourne, les yeux écarquillés de stupeur face à cette attaque inévitable. Juste avant que la bête ne l'atteigne, un éclair aveuglant d'énergie violette s'abat, tranchant le monstre en deux. Linyi reconnaît instantanément cette puissance spirituelle familière. Fanyi émerge de la poussière, calmement, et constate que la ville est touchée par une épidémie de mutation. Soulagé mais paniqué, Linyi court vers lui, le suppliant de l'aider à retrouver sa mère, car les lignes téléphoniques sont coupées. Dans le quartier urbain dévasté de Xuanxi, à l'intérieur d'un supermarché en ruine, une voix tremblante appelle un père. Non loin de là, un homme gît immobile sous une étagère effondrée tandis que la petite voix appelle une mère.
Un jeune garçon terrifié se tient seul au milieu des provisions éparpillées et des lumières vacillantes, se demandant où sont passés ses parents. Submergé par la peur, le garçon tremble, les larmes ruisselant sur son visage. Incapable de contenir sa terreur, il tombe à genoux et hurle dans le magasin désert. Soudain, une femme accourt et lui couvre la bouche. C'est la tante de Fanyi, la mère de Lin-Yi. Elle le serre contre elle, lui murmurant que pleurer fort attirera les bêtes errantes. Le garçon la regarde, les yeux grands ouverts et larmoyants, tremblant et regrettant ses parents. Tentant de calmer l'enfant, la tante de Fanyi lui adresse un sourire chaleureux et sort un paquet jaune vif d'une friandise populaire. Les yeux du garçon s'illuminent. Agenouillée près de lui, elle lui promet que s'il reste tranquille et attend les secours, il aura droit à une friandise en récompense de son courage. Le garçon sourit et tend la main vers la friandise, distrait par l'horreur. Cependant, un loup de l'ombre terrifiant, aux yeux rouges luisants, apparaît silencieusement dans l'allée, juste derrière la fourmi. Le loup grogne, dévoilant ses crocs acérés tandis que ses yeux rouges fixent sa proie. Alors que la bête charge, la tante de Fanyi sent le danger. Elle prend le garçon dans ses bras et se précipite dans l'allée pour s'échapper. Dans sa course effrénée, son pied s'accroche à une bouteille abandonnée parmi les débris. Elle s'écrase lourdement au sol, se blottissant contre le petit garçon pour le protéger. Le loup se jette sur elle, griffes acérées déployées, prêt à la tuer, se préparant au pire. Elle ferme les yeux et se prépare à se sacrifier. Juste avant que les griffes ne l'atteignent, un éclair d'énergie dorée aveuglant déchire l'obscurité, coupant la bête en deux. Fanyi arrive juste à temps, se dressant devant sa tante, son épée flamboyante, comme pour la protéger. Se retournant, il leur demande calmement s'ils sont sains et saufs. Soudain, sa surprise le frappe, il aperçoit quelque chose de familier. Il baisse les yeux et voit le petit garçon, terrorisé, en sécurité dans les bras de sa tante, tenant le paquet de friandises jaunes. La vue de cette gourmandise réveille en lui une profonde nostalgie. Il se souvient d'un triste souvenir d'enfance, il pleurait devant une pierre tombale, sa tante à ses côtés. Il se rappelle comment elle lui avait caressé la tête et lui avait offert ce même gâteau pour apaiser son chagrin. De retour au présent, sa tante lève les yeux, incrédule, puis son visage s'illumine de soulagement en reconnaissant son neveu. Fanyi s'adoucit et interroge sa tante sur l'enfant qu'elle vient de protéger au péril de sa vie. Souriante malgré son expérience de mort imminente, elle explique que le garçon a été séparé de ses parents dans la cohue du supermarché et qu'elle ne pouvait pas l'abandonner au monstre. Ce moment émouvant est interrompu par une voix familière qui appelle sa mère. La tante se retourne, surprise, lorsque Lin-Yi fait irruption dans le supermarché dévasté. En larmes, Lin-Yi se jette dans les bras de sa mère, disant qu'elle a eu une peur bleue. Souriant doucement, sa mère caresse les cheveux de Lin-Yi, la réconfortant et la rassurant. Fanyi observe en silence les retrouvailles émouvantes entre sa cousine et sa tante, un doux sourire aux lèvres. Son attention est détournée lorsqu'il sent une petite main tirer sur sa manche. Il baisse les yeux, légèrement surpris. Le petit garçon lève les yeux, plein d'espoir, et le traite de super-héros. Tendant son goûter jaune, il le lui offre courageusement en guise de récompense, demandant au héros s'il peut le ramener chez lui. Touché, Fanyi s'agenouille avec un sourire chaleureux. Il prend le goûter et dit au garçon de faire un vœu, lui promettant que cela l'aidera à retrouver sa famille. Soudain, une alerte retentit dans l'esprit de Fanyi. Son expression bienveillante se fige en un regard glacial lorsqu'il perçoit une présence spirituelle colossale approcher. Criant à tous de reculer, Fanyi saisit le petit garçon et saute en lieu sûr juste au moment où une griffe géante fracasse le bâtiment, laissant tomber d'énormes débris. Le plafond s'effondre, exposant le magasin en ruine à l'air nocturne, et des yeux rouges luisants fixent la poussière. Fanyi perçoit l'aura écrasante du nouvel ennemi. Lorsque la fumée se dissipe, un monstre gigantesque et musclé, à l'allure sauvage, aux yeux rouges luisants et portant un énorme chapelet, se dresse au-dessus d'eux. Fanyi remarque d'un ton sombre, ce n'est pas un monstre ordinaire. C'est le roi des bêtes à la tête de la horde mutante. Fanyi libère une immense vague d'énergie dorée, créant une barrière pour protéger sa tante, son cousin et le petit garçon du danger. Possédant la plus grande énergie spirituelle, il sait qu'il est la cible principale de l'anomalie. Cela donne du temps aux autres et réduit le danger. Il ordonne à Lin-Yi de prendre les deux autres et de fuir, car il ne peut pas combattre à pleine puissance tout en les protégeant. Lin-Yi accepte aussitôt. Alors qu'il se prépare à fuir, le roi des bêtes colossales surplombe Fanyi et pousse un rugissement assourdissant. Fanyi observe le monstre et remarque qu'il possède à la fois les attributs du tonnerre et du bois. Il trouve cela trop troublant,
car cela correspond aux attributs des 2 trônes récemment descendus. Le roi des bêtes attaque, frappant le sol de ses poings massifs. Fan Yi fait un bond en arrière pour esquiver le coup. Alors qu'il dégaine son épée dorée incandescente, Fan Yi aperçoit l'aura grandissante de la bête et comprend qu'elle a été contaminée par l'attribut des ténèbres. Le coup de feu de Fan Yi atteint sa cible, laissant une blessure lumineuse près de l'œil rouge du monstre. Imperturbable, le roi des bêtes colossales prend de l'élan pour une nouvelle attaque. Le monstre se jette sur Fan Yi, gueule ouverte. Fan Yi recule d'un bond, imperturbable. En plein vol, il abat son épée enflammée avec une force colossale. Le coup puissant fait chanceler la bête gigantesque, créant une distance entre eux. En tête de la retraite, Lin Yi projette un bouclier d'énergie verte protecteur tout en courant. Sa mère la suit de près, portant le petit garçon. Leur fuite est brutalement interrompue par l'apparition soudaine d'une seconde bête massive et ténébreuse aux yeux bleus luisants. Lin Yi se fiche d'horreur, réalisant qu'ils font face non pas à un, mais à 2 rois des bêtes. Le second roi des bêtes, auréolé d'une aura terrifiante et aux yeux bleus luisants, les domine de toute sa hauteur. Lin Yi lève son bouclier d'énergie verte pour protéger sa mère et le garçon terrifié. Sachant qu'elle doit agir, Lin Yi rassure sa mère tout en canalisant son pouvoir. Pour protéger sa famille, Lin Yi bondit loin des civils vers le monstre colossal, détournant ainsi son attention mortelle. En réponse, le roi des bêtes ouvre ses mâchoires massives, concentrant une sphère dense et tourbillonnante d'énergie de type bois vert. Le monstre libère un rayon d'énergie dévastateur. Lin Yi l'affronte de front, son aura verte se heurtant au souffle explosif de la bête. À bout de force, Lin Yi lutte contre la puissance écrasante du rayon. Terrifiée et à bout de souffle, elle refuse de céder. Tandis que sa mère et le garçon se cachent derrière elle, elle évalue rapidement la situation, réalisant que, comme elle et le monstre utilisent tous de l'énergie de type bois, elle ne possède aucun avantage élémentaire. Elle sait que si son bouclier se brise, sa mère et l'enfant périront instantanément. Face à un choix désespéré, Lin Yi décide de se sacrifier. Elle offre son corps, riche spirituellement, à la bête, persuadée qu'elle ne tirerait aucun pouvoir des humains ordinaires, espérant ainsi échanger sa vie contre la leur. Dans la salle de contrôle chaotique de l'association des esprits de la cité de Xuanxi, le personnel surveille la situation qui s'aggrave sur des tables holographiques. Il confirme avec horreur qu'une catastrophe de classe est née. La carte tactique révèle 2 signaux d'anomalie majeure à l'intérieur de la ville. Les écrans montrent une augmentation rapide de l'énergie hostile tandis que les pionniers locaux risquent leur vie pour couvrir l'évacuation des civils. Dans les rues en flammes, des pionniers camouflés combattent l'invasion depuis les airs. Un pionnier de terrain, pris de panique, signale que des hordes infinies de bêtes mutantes déferlent de la zone montagneuse interdite, menaçant d'anéantir la ville. Désespéré, il implore le quartier général de lui envoyer des renforts immédiats et de renforcer le niveau d'alerte. Dans la confusion, il se souvient d'un avertissement du Seller. Son regard se porte sur les montagnes lointaines où un immense pilier d'éclairs violets transperce les nuages d'orage. Il comprend que cette puissante décharge d'énergie provient précisément du territoire où le trône du tonnerre est descendu. Ailleurs, Fan Yi maîtrise aisément une autre bête, la plaquant au sol par son museau massif. Il l'interroge, lui demandant si elle a fui la montagne interdite et si elle reconnaît la vigne gourde sensible. Avant qu'il n'obtienne de réponse, un vortex d'éclairs violets crépitants tourbillonne dans le ciel. Fan Yi lève les yeux, soupçonnant son ami végétal, le nouveau maître du trône du tonnerre, d'avoir accidentellement déclenché la ruée des bêtes. Il réfléchit à la situation, réalisant que si la conquête d'un trône provoque une telle dévastation, les autres pionniers courent un danger extrême. Cela contredit les informations de ces systèmes qui classent les trônes comme bénéfiques, ce qui le pousse à s'interroger sur la nature du problème caché. Le second roi des bêtes lève sa griffe massive, se préparant à porter un coup fatal à Lin Yi. Lin Yi renforce farouchement sa barrière d'énergie verte, bloquant le coup dévastateur. Elle refuse de se laisser dévorer par le monstre sans combattre. Soulagée, elle jette un coup d'œil en arrière et aperçoit sa mère protégeant le garçon des débris rocheux derrière sa barrière protectrice. Tandis que le monstre, frustré, rugit, Lin Yi reste campé sur ses positions, son aura verte s'intensifiant à la hauteur de la bête. Canalisant toute sa force restante, les yeux brillants d'une lueur intense, elle déclare que le monstre devra la traverser pour atteindre sa famille, s'engageant dans un combat à mort. Soudain, un éclair violet déchire le ciel obscur, interrompant la bataille désespérée. Un pilier de tonnerre colossal s'abat des cieux, et de la lumière aveuglante descend lentement la forme lumineuse de la vigne gourde consciente. Non loin de là, 2 membres de l'association des esprits lèvent les yeux,
stupéfaits. Ils reconnaissent l'énergie colossale et comprennent que le Seigneur du tonnerre est arrivé sur le champ de bataille. Ils contemplent avec admiration l'immense vigne violette rayonnante qui se manifeste au-dessus de la ville, dominant les environs de sa puissance majestueuse. Fangi fixe le ciel en silence. Au lieu d'attaquer le féroce roi des bêtes, elle se met à gémir et à reculer, complètement intimidée par sa présence écrasante. Voyant le roi des bêtes trembler devant la liane géante, Fangi comprend la vérité. Les bêtes n'agissaient pas sur ordre du trône. Elles avaient seulement absorbé l'énergie résiduelle pour muter et étaient désormais paralysées par son véritable maître. Fangi en conclut que ni le trône ni la liane de gourdes sensibles n'ont intentionnellement provoqué la panique des bêtes. D'immenses gourdes violettes lumineuses pendent des branches des lianes ancestrales, vibrant d'une immense puissance spirituelle. Soudain, une gourde s'ouvre et libère un tourbillon d'énergie verte. L'énergie fendit l'air et enveloppe les rois bêtes agressifs. Cette énergie mystique purifie les monstres corrompus, transformant les terrifiants rois bêtes en créatures inoffensives et duveteuses. Une gourde lumineuse descend vers Fangi. Par leur lien psychique, la vigne gourde sensible s'excuse d'avoir causé le désastre, expliquant qu'elle venait de réussir sa percée et souhaitait quitter la montagne. Elle brandit les animaux nouvellement transformés et sans défense devant Fangi. La vigne lui demande doucement si elle peut les épargner et les ramener à la montagne comme animaux de compagnie au lieu de les tuer. Dans la salle de contrôle de l'association spirituelle, le personnel regarde la retransmission satellite avec incrédulité. Ils sont stupéfaits de voir le Seigneur du tonnerre s'excuser auprès du Seller, prouvant que le désastre était accidentel. L'agent de surveillance transpire, émerveillé par la puissance du trône, qui permet à une plante de purifier sans effort des anomalies de classe S. Un jeune membre du personnel, derrière lui, envieux, souhaite lui aussi être choisi par un trône. Les officiels prennent conscience d'une réalité stupéfiante. Voyant une entité aussi puissante que le Seigneur du tonnerre se soumettre à Fangi, il conclut que l'association spirituelle doit revoir radicalement le véritable pouvoir du Seller. Dans le bâtiment de l'association spirituelle, la situation mondiale changeante est discutée. À l'intérieur, le chef de branche annonce à Fangi, Lin-Yi et sa tante que la paix est révolue, mais les assure que les zones de combat et l'association spirituelle feront tout leur possible pour garantir la sécurité de tous. La tante de Fangi, visiblement inquiète, demande si l'humanité est réellement menacée d'extinction. Le chef de branche la rassure, affirmant que la situation n'est pas si désespérée. Il souligne les exploits incroyables de Fangi en tant que Seller, précisant que même les rois des anomalies de classe S le craignent. Il fait également l'éloge de Lin-Yi, pionnière du noyau, mentionnant que la cité Yuan souhaite la recruter comme capitaine. Assise près de sa fille, la tante confie qu'en ces temps périlleux, ses éloges ne lui apportent guère de réconfort. Elle explique que sa seule préoccupation est de savoir si les deux jeunes gens sont épuisés ou blessés, et elle redoute qu'ils y perdent la vie. Le chef de branche lui conseille gentiment de ne pas s'inquiéter. Fangi change de sujet et s'enquiert de Zhanglu et de son groupe, faisant remarquer leur disparition lors de la récente crise de mutation bestiale. Exaspéré, le chef de branche explique qu'il les a envoyés à l'hôpital, mais qu'ils sont partis pendant la nuit. Il mentionne que Zhanglu était agité pendant son hospitalisation, car il voulait continuer à s'entraîner et se sentait humilié par sa faiblesse. Soudain, un homme et une femme paniqués font irruption dans la pièce, appelant désespérément Xiao. Le petit garçon les reconnaît avec joie comme ses parents. La mère, les larmes aux yeux, serre son fils dans ses bras et exprime une immense gratitude, reconnaissant en la tante de Fangi et les autres leurs sauveurs. Le père s'incline profondément devant Fangi et sa tante, déclarant que, bien qu'ils soient des gens ordinaires, il les aiderait immédiatement s'ils avaient le moindre besoin. La tante décline humblement, disant que c'était tout simplement la chose à faire. Les parents quittent le bâtiment, le petit garçon sur les épaules de son père. Les regardant partir, Fangi propose à sa tante de retourner vivre à Taichi avec lui et Lin-Yi. Peu après, un avion traverse le ciel, ramenant Fangi, Lin-Yi et leur tante à Taichi. À leur arrivée, une foule rassemblée devant une grande villa moderne accueille le Seller avec une banderole rouge. Su Jingjing est parmi eux, accueillant chaleureusement Fangi et sa famille. À l'intérieur, la tante est émerveillée par la taille et le luxe du vaste salon. Lini couvre malicieusement les yeux de sa mère pour lui préparer une surprise. Fangi demande à sa tante de deviner ce qu'ils lui ont préparé. Avec un sourire, Fangi lui présente un titre de propriété. Il révèle qu'ils ont acheté cette villa pour elle, afin qu'elle vive en sécurité près de chez lui et qu'il puisse lui rendre visite facilement. Sa tante, surprise par ce généreux cadeau, apprend de Fangi qu'ils ont également acheté une maison de remplacement à Xuani,
pour son confort si l'un y accepte sa mutation à Yuan. Très émue, la tante leur exprime sa fierté. Cependant, elle remarque l'air soucieux de sa fille et lui fait remarquer qu'elle cache un lourd fardeau. Fanji constate que sa cousine hésite encore à déménager à Yuan. Y admet avoir du mal à se décider concernant la proposition de promotion de l'association spirituelle. Elle explique son hésitation, soupçonnant les responsables de la ville de l'ONU de l'utiliser pour se rapprocher de Fengyi. Elle sait aussi que réformer la ville corrompue sera une tâche immense et qu'elle ne peut pas compter indéfiniment sur l'aide de Fengyi. Sa mère l'encourage à se lancer, lui rappelant son esprit spontané. Elle évoque en plaisantant l'époque où Yi avait inventé une excuse pour aller à des cours particuliers afin de retrouver Fengyi. Stupéfaite, Yi réalise que sa mère a percé son mensonge à jour. Fortifiée par le soutien maternel, Yi sourit et retrouve sa détermination. Elle accepte qu'il est temps de mûrir et de relever le défi à Yuan City. Ce moment familial émouvant est interrompu par la sonnerie d'un smartphone. Fang Yi répond à un appel de Xiaolan qui lui demande si la zone de combat recèle de nouvelles pistes. Elle l'informe que l'ancien Wu a découvert un mystérieux territoire et invite Fan Yi à se joindre à une expédition. Dans une ruelle sombre d'un marché noir souterrain, un groupe de personnes désespérées se cache dans l'ombre. Une femme aux cheveux violets demande à un homme qui fume s'il leur est vraiment impossible de retourner à Yuan City. L'homme répond sèchement, confirmant leur exil. Il se souvient de la défaite de leur chef, Jun Zhen, et réalise que le gang de la famille Zhang a complètement perdu son territoire et son pouvoir. Soudain, un rire sinistre résonne dans la ruelle. Le groupe se retourne et aperçoit une mystérieuse silhouette encapuchonnée qui s'avance vers eux. L'étranger masqué esquisse un sourire narquois et dit aux membres de la famille Zhang de ne pas paniquer. Il affirme que leurs intérêts convergent et leur propose un marché sinistre. Dans la zone de combat du dieu des étoiles, Fanji s'approche des imposantes portes métalliques de l'installation militaire. Soudain, ses sens aiguisés déclenchent une alerte, le poussant à se retourner, il détecte une embuscade. L'ancien Wu se rue sur lui et lui assène un puissant coup de poing. Fang Yi reste calme et bloque sans effort le coup d'une seule main, générant une onde de choc massive. Imperturbable, Fang Yi demande des explications. L'ancien Wu éclate de rire, s'excuse et explique que ses camarades vétérans ont refusé de croire aux rumeurs concernant un jeune homme aussi talentueux. L'ancien Wu se tourne vers un groupe d'hommes en armure de combat de pointe, déclarant fièrement que sa démonstration devrait les convaincre de la force incroyable de Fang Yi. Un des vétérans rit, faisant remarquer que l'ancien Wu a dû reculer devant le blocage de Fan Yi. Un autre plaisante en disant que la jeune génération les a surpassés et suggère que l'ancien Wu peut enfin prendre sa retraite. Fan Yi observe les vétérans joyeux, réalisant avec étonnement que chacun d'eux possède l'immense puissance du royaume Jing 2 étoiles. L'ancien Wu s'adresse ensuite à Fang Yi, lui demandant s'il se souvient de la zone des ténèbres extrêmes dont ils ont parlé précédemment. Il explique que bien au-delà de leur monde, des domaines beaucoup plus dangereux existent depuis longtemps, intimement liés au retour global de l'énergie spirituelle. L'ancien Wu révèle un secret militaire. Les meilleurs combattants du pays étaient absents lors des récentes invasions de monstres car ils étaient déployés dans ces domaines. Il déclare que ces domaines constituent la véritable ligne de front où l'humanité a mené une guerre secrète avant que le public ne connaisse l'existence de l'énergie spirituelle. Fanji se souvient des informations de Jalon, selon lesquelles ces domaines agissent comme des failles temporelles instables. Ils sont imprégnés d'énergie chaotique et d'une force obscure qui engendre des monstres terrifiants. L'ancien Wu le confirme, avertissant que ces domaines classifiés sont devenus très actifs récemment, de nouvelles failles s'ouvrant constamment à travers l'espace. Cependant, le danger s'accompagne d'une formidable opportunité. L'ancien Wu explique que s'aventurer dans ces domaines est le seul moyen d'établir des voies de cultivation de niveau supérieur, permettant aux pionniers d'atteindre les stades des actes fantomatiques et de la création. Écoutant attentivement, Fang Yi comprend la clairvoyance du gouvernement. Il réalise que c'est pourquoi la nation a restreint l'accès aux zones polluées bien avant que l'énergie spirituelle ne soit pleinement éveillée. En observant les vétérans, Fang Yi est frappé par l'immense fardeau qu'ils portent. Explorer secrètement ces paysages infernaux cauchemardesques et protéger la nation exige une résilience inimaginable. Il réalise que leur force Jingong 2 étoiles est solide, ce qui signifie que la puissance militaire de la zone de combat du dieu stellaire est bien supérieure à ce qu'il paraît. L'expression de l'ancien Wu se fait grave lorsqu'il aborde leur objectif actuel. L'ancien Wu révèle leur cible. Ils exploreront le domaine le plus dangereux, une caverne terrifiante infestée de monstres connus sous le nom de tombeau des tombeaux.